Salut Lucie, Salut, comment ça va? très bien, et toi? Super. Aujourd'hui, j'enregistre avec Lucie Bache, c'est la fondatrice de Too Good To Go, cofondatrice, vous étiez plusieurs au lancement. Et puis, tu as initié un mouvement commun récemment qui voit le jour là à la fin octobre, et je pense qu'on va sortir l'épisode à peu près au moment où ça voit le jour. C'est la Climate House qui voit le jour en Paris. L'idée de cet épisode, c'est de parler de ce nouveau QG de la transition économique et sociale à Paris, et puis c'est de parler de ta vision du lien entre entrepreneuriat, écologie, rapport économique avec tout ça. On a eu pas mal d'épisodes, notamment avec Cécile Renoir, sur les modèles économiques des entreprises, qu'est-ce qu'on doit transformer, qu'est-ce qu'on doit modifier. Et là, j'aimerais avoir en fait ton avis un peu perso sur la question, et puis la raison pour laquelle vous avez décidé de créer cette Climate House, et ce qu'on peut en faire aujourd'hui, ce que vous avez décidé d'en faire. Je suis très content d'enregistrer avec toi parce que quand j'ai lancé ma boîte il y a 4 ans, une boîte de production de podcasts, d'audio, les premiers trucs que je faisais pour m'entraîner, parce que j'avais pas du tout de bagage technique sur l'audio, c'est que je prenais des articles de Too Good To Go sur le site internet, et puis je faisais de la voix off dessus, et puis après je rajoutais du mixage audio, des sound design, etc. Puis je l'avais envoyé à tes équipes marketing en disant on fait des podcasts, on fait des articles de blog en version audio, est-ce que vous voulez qu'on en fasse un ou deux pour Too Good To Go, en leur donnant cet exemple. On en a fait un ou deux, je crois. C'est vrai? Puis après ça s'était arrêté parce que c'était pas suffisamment intéressant pour eux. Ok, bon. Mais voilà, donc très content de boucler la boucle d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Écoute, je te propose de commencer par te présenter. Ouais. Donc moi, je suis Lucie Bache. Je me décris comme une entrepreneuse à impact, avec un S aujourd'hui. Je suis ingénieure de formation, mais j'ai toujours été très passionnée par comment est-ce qu'on génère de l'impact de manière générale dans sa vie, dans sa carrière. Moi, j'ai commencé chez Nestlé à l'origine, et je me suis vite rendu compte que j'y trouverais pas forcément mon compte, et en termes du système alimentaire qui est construit au sein des grands groupes agroalimentaires aujourd'hui, mais aussi en termes de ce que moi je voulais apporter. Et donc j'ai très vite ressenti le besoin de plutôt construire quelque chose qui me ressemble vraiment en termes de valeurs. Et moi je suis très enthousiaste à l'idée de en fait réunir des collectifs de gens et les mettre en mouvement vers un but commun. Et je pense que c'est ça qu'on fait en fait en créant des entreprises, c'est définir une vision, une mission, et ensuite réunir les bonnes personnes pour que tout ensemble elles avancent dans la même direction, en créant des choses qui vont impacter positivement la société. J'ai participé à un atelier récemment d'une boîte que tu dois connaître qui s'appelle Live for Good, qui forme des entrepreneurs à impact. De Jean-Philippe Courtois, et j'ai fait partie du jury de Live for Good l'année dernière. Ah super. Et en fait, j'ai participé à un atelier. Une des premières questions qu'on nous posait, c'est quoi la définition de l'impact? Et tu vois, là, c'est le premier truc que tu dis. Toi, tu dis impact avec un S. Et en fait, chacun a sa propre définition. Ce serait quoi, toi, ta définition un peu préférée de l'impact? Je pense que globalement, c'est changer les choses. C'est partir d'un point A et d'aller à un point B. Et moi, je dis souvent que l'entreprise, c'est un véhicule à impact très puissant. Maintenant, c'est quel impact tu laisses, en fait. Et quand on parle de création de valeur, souvent on s'oublie à la valeur économique uniquement, mais en fait, il y a toute une valeur sociétale qui est créée. Et ce qui est important, c'est de s'assurer que cette valeur, elle soit positive, en fait. Et que l'entreprise, avant sa création et après sa création, elle laisse la société dans un meilleur état plutôt que dans un pire. Et je pense que jusqu'à maintenant, beaucoup d'entreprises se sont attardées sur leurs valeurs économiques, mais elles ont oublié les valeurs écologiques et sociales qu'elles créaient. Et en fait, si tes valeurs écologiques et sociales sont négatives, finalement, que la valeur économique soit positive, ça a peu d'intérêt, en fait, puisque du coup, on se retrouve à créer de l'argent pour créer de l'argent, mais sans comprendre que ce qui est important, c'est le monde dans lequel on vit, c'est la santé des hommes, la santé de la nature. Et moi, c'est vachement ça qui me passionne dans l'entrepreneuriat, c'est le pouvoir que ça te donne, en fait, parce que c'est un véhicule qui est très puissant, et si tu sais le manier à bon escient avec les bonnes intentions, tu peux avoir un impact d'ampleur sur un sujet sociétal. Et je pense Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est facile à naviguer, en tout cas. Mais Ah non, complètement. Non, c'est un véhicule qui est difficile à naviguer, et je pense que c'est pour ça que beaucoup se limitent à une dimension, qui est la dimension financière, alors que je pense qu'aujourd'hui on a compris, on vit dans un monde complexe, et en fait si tu n'évalues
la valeur de ton impact que sur une dimension, forcément, tu vas droit dans le mur, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que toutes les notions de triple comptabilité, de CSRD, de réflexion extra-financière de l'impact des entreprises, ça me semble essentiel, assez naturel, finalement, mais complexe. Et c'est notamment un peu l'enjeu de la Climate House, c'est comment est-ce que on vient accompagner les acteurs économiques dans cette transition littéralement existentielle, mais qui est pas simple. Et en fait, tu vois, moi je prends souvent l'exemple de Too Good To Go comme un exemple où, depuis le début, en fait, on a aligné nos enjeux économiques à nos enjeux écologiques et sociaux, ce qui nous permet d'avoir une unique mesure de performance qui est le nombre de repas sauvés, qui est directement lié à notre chiffre d'affaires, mais aussi directement lié à notre impact écologique et notre impact social. C'est plus facile de le faire quand tu crées ton modèle de rien il y a 8 ans, plutôt qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves à la tête d'une entreprise qui a des dizaines d'années, des centaines d'années parfois d'existence, et qu'on te dit, maintenant les règles du jeu ont changé, vous avez vu les choses de façon unidimensionnelle et vous avez été vous avez eu beaucoup de succès sur une dimension, mais en fait on vous explique que maintenant c'est plus assez et qu'il faut que vous ayez du succès aussi sur les dimensions écologiques et sociales. Et en fait, se retrouver à la tête d'un paquebot qui s'est ancré en termes de culture et en termes d'objectifs depuis des années dans une unique dimension, c'est hyper compliqué en fait de lui donner une trois dimensions, quoi. Tu trouves que du coup, il n'y a pas de complexité ajoutée? Donc, tu parles de lancer une entreprise dont effectivement l'objet économique est en lien avec l'objet social et écologique. Tu trouves qu'il n'y a pas du coup de surcontrainte par rapport à lancer une boîte aujourd'hui avec un seul objet? Ou c'est quand même plus complexe? Je pense que si, c'est plus complexe, tu te poses plus de questions, etc. Mais c'est infiniment plus facile que de pivoter ça, c'est clair. Une boîte déjà existante, en fait. En fait, quand tu démarres de zéro, t'as rien à déconstruire. Là, il faut déjà commencer par déconstruire les mentalités, par déconstruire les façons de faire, par déconstruire les modèles économiques même, et aller en reconstruire d'autres, tout en continuant à payer les salaires, exactement. Et en étant quand même contraint par tes enjeux économiques du quotidien, parce qu'on continue à vivre dans un monde capitaliste où on te dit que tu dois payer ton loyer, ne pas supprimer d'emplois, etc. Donc, je pense que c'est en rien une excuse d'aller pas assez vite. Mais l'enjeu de la Climate House, c'est comment est-ce que on se dit qu'on a tous des approches différentes, qu'on soit scientifique, entrepreneur, chef d'entreprise, activiste, artiste, musicien, réalisateur, producteur de podcast, et qu'en fait, sur le sujet du climat, on est tous dans la même équipe. Donc, c'est comment est-ce que, malgré les différentes façons de faire, on arrive à faire une grande équipe commune pour permettre à nous tous, avec nos enjeux respectifs, d'opérer cette transition le plus rapidement possible et de la façon la plus sociale possible aussi. C'est hyper intéressant. On a plongé droit dans le sujet. On n'a toujours pas défini la Climate House. Est-ce que tu peux me présenter ce que c'est et rapidement ses objectifs, et puis on reviendra un peu plus tard sur les coulisses et comment vous avez créé ça? Alors, la Climate House, c'est difficile à décrire en une ligne parce que justement, c'est plein de choses. C'est avant tout 80 entrepreneurs, 40 femmes, 40 hommes, qui ont décidé de se réunir pour créer un lieu de 2000 m² à Paris pour accélérer la transition de l'économie au service du climat. Donc, c'est les 80 entrepreneurs, c'est les cofondateurs de la maison. Ils ont tous un premier succès entrepreneurial. Tous et toutes, parce qu'on a vraiment tenu à avoir cette équité parfaite dans les cofondateurs et cette diversité. Et ils ont tous dit, maintenant j'ai un peu plus d'argent, un peu plus de temps, un peu plus de ressources, je vais les mettre au service d'une dynamique commune pour initier en fait la dynamique de cette maison. Et c'est ce qu'on a fait du coup au mois de juin, on a réuni tout le monde. Et ça nous a permis de déjà susciter un peu de l'entrain pour cette maison. Et dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 choses. La première, c'est une grande colloque d'acteurs économiques qui font des choses sur le climat. Donc, c'est ces acteurs nés de la transition, si tu veux. Donc, tu vas avoir des acteurs qui font de la compta carbone, tu vas avoir des acteurs qui font du biomimétisme, tu vas avoir des acteurs des fonds à impact, tu vas avoir des écrivains qui écrivent sur ces sujets, des designers qui bossent sur le sujet du climat aussi. Donc, tu as vraiment un melting pot assez varié de types d'acteurs qui sont nés
pour défendre le climat. Donc ça, c'est la première partie de colloque. La tour de Babel de l'écologie, quoi. Un petit peu, ouais. Qui est là pour inspirer, donner de l'espoir, montrer qu'il y a déjà plein de gens qui font plein de choses géniales et se serrer les coudes de manière générale et faire naître les synergies. Le deuxième pilier de la Climate House, c'est toute la programmation. À partir du 1er novembre, on démarre une programmation hyper riche où tu vas venir pouvoir, justement, encore une fois, t'inspirer, rencontrer des gens, écouter un scientifique de renom parler d'un sujet spécifique, écouter un entrepreneur qui a bossé 5 ans sur un sujet de parler d'un sujet spécifique, avoir des petits déj de rencontres, avoir ce qu'on va appeler des débattons où il y a des gens qui sont pas d'accord, mais qui viennent parler d'un sujet qui leur tient à cœur et où il y a vraiment l'idée de la controverse, d'exposer différents points de vue pour voir où est-ce qu'on est d'accord aussi. Donc il y a toutes sortes de formats, il y aura des conférences, il y aura des événements tous les jours en fait à la Climate House où il y a une possibilité de devenir membre pour assister à tous les événements ou alors de venir de temps en temps à un événement ou un autre. Et le troisième gros pilier de la Climate House, donc en plus des colloques et de la programmation, c'est l'accélération justement des grands groupes. Comment est-ce qu'on peut travailler directement au niveau comité exécutif et aider les dirigeants qui ont toute l'intention de vouloir transitionner et d'accélérer leur transformation, mais qui disent humblement, je suis pas sûr de savoir comment faire en fait. Ouais. Et c'est un truc qui est hyper complexe. Et moi, j'ai besoin de me faire disrupter par des entrepreneurs, j'ai besoin de me faire accompagner par des scientifiques, de me faire épauler par des artistes qui vont avoir justement une approche totalement différente. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire des programmes sur mesure pour ces grands groupes dont on est convaincu des intentions pour les aider à accélérer leur transformation. Ok, et là, comment est-ce que vous faites parce que comme vous êtes 80 cofondateurs, c'est quoi? C'est les qualités, les compétences de chacun qui est mis au service du coup de la transformation de ces grandes entreprises? Vous avez une équipe en interne qui gère ça ou... Alors, tu as bien raison. Le cœur vibrant de la Climate House, c'est aujourd'hui une équipe opérationnelle. C'est une dizaine de personnes qui travaillent au quotidien sous la direction des deux co-DG. Donc, on a Maïka et Henri-François qui sont deux co-DG géniaux, qui ont eux aussi des approches très différentes en fait du projet. Ils sont unis par la vision, mais ils ont des façons de travailler qui sont totalement différentes. Et c'est assez génial de les voir évoluer ensemble, justement. Et donc, eux, en fait, au quotidien, ils vont à la fois gérer la maison, mais aussi organiser les conférences et aussi préparer les programmes sur mesure en allant puiser dans l'écosystème. En fait, la Climate House, c'est aussi un écosystème de partenaires déjà existants. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on va être un agrégateur, on va être une caisse de résonance d'un écosystème climat qui est déjà très riche. L'idée, c'est pas de faire concurrence à qui que ce soit. En fait, moi, je dis souvent sur ces sujets-là, c'est collaboration is the new competition. On est tous dans le même bateau. Et en fait, loin de nous l'idée de venir prendre la place de qui que ce soit. Par contre, on pense que tous ces copains de l'écosystème climat, tous les gens qui font énormément de choses aussi, on a envie de leur faire des passes décisives pour venir parler directement aux COMEX d'un grand groupe. On a envie de s'appuyer sur leur expertise aussi pour designer le bon programme. Et donc, voilà, c'est à la fois, grâce à ces 80 cofondateurs, donner une vraie caisse de résonance au sujet qui nous semble important aujourd'hui et à la fois constituer une vraie expertise, une vraie richesse au sein de cette maison grâce à un écosystème climat qui est déjà très riche. Comment est-ce que vous êtes venu jusqu'à cette idée-là? Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà à d'autres endroits? Est-ce que c'est un peu unique au monde, la façon, cette gouvernance de 80 cofondateurs? J'ai l'impression d'avoir jamais entendu ça nulle part, à part dans des scopes où tout le monde est un peu sociétaire, mais même là, la gouvernance est moins partagée, quoi. Ouais, tout à fait. Non, je pense que c'est assez unique en son genre, en fait. C'est pas commun de lancer une boîte à 80, en ayant des personnalités très fortes à bord aussi. En plus, du coup, c'est que des entrepreneurs qui ont réussi. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur vision de ce qu'est la réussite, ou en tout cas de la méthode qui fonctionne à chaque fois. Ouais. Et ils ont envie de réitérer, quoi. Ouais, mais comme on a un peu lancé le projet autour de ces valeurs de coopération, de s'écouter les uns les autres, de faire les choses un peu différemment, tout le monde s'est vraiment pris au jeu et on a beaucoup de débats et c'est très chouette. Mais c'est super nourrissant en fait. Et c'est là où tu te dis, quand tu fais confiance aux uns aux autres pour avoir les bonnes intentions, en fait, quand ils voient les choses totalement différemment de toi, au lieu de les juger et de te dire ils ont rien compris, tu te dis c'est intéressant qu'ils le voient comme ça. Comment est-ce que ça peut moi faire évoluer ma façon de voir les choses et comment est-ce que ensemble on est encore une fois plus riches en fait, mais loin de parler uniquement des finances, de parler vraiment de faire grandir
son point de vue et de trouver des réponses à des sujets qui sont très compliqués, quoi. Ça paraît être presque la base de la coopération humaine. Mais, tu Complètement. vois, j'aurais l'impression qu'on revient à un truc où on se dit, bah attends, mais comment c'est possible? Ils en tirent quoi, du coup? Ouais. C'est pas normal. Ouais, Et, non, mais c'est sûr que c'est un peu le b.a.-ba et que pourtant, malheureusement, aujourd'hui, on est quand même tous dans des espèces de silos où chacun fait son taf de son côté, où on oublie de se parler. Tu vois, moi, le lien social, c'est un des trucs. On habite dans des villes, on connaît même plus ses voisins. On travaille dans des espaces de coworking, on n'a jamais parlé à celui qui bosse de l'autre côté de nous, etc. Et donc, on a eu envie vraiment de se réunir autour de ce sujet commun. Et nous, on a commencé à bosser sur le projet avec 3 autres cofondateurs, que sont Clément, Jack et Claire. Et donc, tous les 4, en fait, on a un peu posé les grandes lignes de ce projet. Et ensuite, on est chacun allé chercher nos potes entrepreneurs en leur disant, voilà, c'est un sujet crucial. On vous apporte la copie à demi prête parce que l'idée, c'est d'écrire la suite avec vous. Et c'est un projet qui va continuer à s'écrire. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez difficile à définir avec la Melhouse. Parce que moi, ce qui m'anime beaucoup dans ce projet, c'est l'idée d'avoir un lieu physique au centre de Paris où en fait, on peut littéralement tout faire. Et donc, si tu veux, on a posé une vision de se dire, ce qu'on veut faire, c'est accélérer la transition de l'économie au service du changement climatique. À partir de là, si tu veux, c'est une feuille blanche dans laquelle on va pouvoir venir faire tout un tas de choses. Et l'idée, c'est que les 80 cofondateurs se sentent vraiment partie prenante du projet et capable en fait de dire, bah voilà, moi je suis passionné par le rewilding, par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense à Rodolphe Landman qui est un des cofondateurs et qui lui a monté des boulangeries en France, mais qui est aussi un super entrepreneur. Et là, il s'est passionné du rewilding. Bah, c'est comment est-ce que tu redonnes des espaces à la nature pour que la nature se réempare, en fait. Et donc, c'est réensauvager. Et voilà, peut-être qu'on fait une semaine de conférences sur ce thème que encore trop peu de gens connaissent et qui peut être hyper inspirant et qui va venir nourrir tout un tas de réflexions, en fait. Donc, c'est ça, moi, que je trouve assez génial. C'est de se dire... et moi qui ai beaucoup bossé dans le digital, le fait d'avoir aussi un lieu physique, je me rends compte de la valeur que ça apporte. Et oui, c'est plus lourd à porter au quotidien quelque part, mais c'est indétrônable en fait et irremplaçable. Donc autant je crois énormément à la force du digital et à l'impact positif que ça peut avoir sur les sociétés, autant ça ne doit pas être en remplacement des lieux physiques et des rencontres humaines, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour choisir 80 cofondateurs, les embarquer, créer cette vision? Tu dis en fait t'es parti du postulat que tout le monde avait accepté la vision et que tout le monde était dedans, tu vois. Mais non, il y en a qui ont dit non. D'accord, ok. Il y en a qui ont dit non, ça me semble pas assez écrit encore. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je veux pas arriver dans un truc dans lequel je me retrouve pas après. Il y en a qui ont dit non, moi c'est vraiment pas mon sujet ou en ce moment j'ai trop de choses à faire. Enfin voilà, franchement, et après ça a été un petit travail de fourmi quand même d'aller convaincre les 80. C'était important pour nous d'avoir une vraie équité de genre, d'avoir une vraie équité, enfin d'avoir plein de profils différents aussi, d'avoir des gens qui venaient de milieux différents. Et donc là, on est hyper fiers en fait des 80 qu'on a réunis. Il y en a qui sont... Après, on a fait des groupes de travail, en fait. Il y en a qui sont beaucoup plus intéressés par la gouvernance, d'autres qui sont beaucoup plus intéressés par les sujets, justement, de diversité et d'inclusion au sein de nous, au sein de la Climate House. D'autres qui sont beaucoup plus intéressés, qui ont lancé des groupes de travail sur l'inauguration, sur des semaines particulières. Tu vois, on a un groupe food et agriculture sur qu'est-ce qu'on va faire pendant cette semaine. Enfin, en fait, c'est ça qui est assez génial dans le projet, c'est que organiquement, quand tu laisses de la place aux gens pour s'emparer des sujets, en fait, ils le font, et ils le font sur leur sujet passion. Et donc, ils sont meilleurs, ils s'éclatent, et ça donne des super beaux résultats, en fait. Ouais, bah, y a le penchant inverse où après, il y a les quelques personnes qui sont vraiment engagées, qui portent l'ensemble pour tout le monde. Oui, c'est pas si gênant, en fait. Et tu vois, même la première fois qu'on a réuni tous les fondateurs dans une pièce, on leur a demandé aussi, de 1 à 10, à quel point on peut compter sur vous pour cette première année, en fait. Et pour aussi les mettre à l'aise sur, en fait, il y en a qui vont pouvoir donner 10 dès cette année. Il y en a qui vont donner 1, mais en fait, rien que le fait qu'ils soient là ce soir et qu'ils aient dit oui pour le projet et qu'ils aient accepté de mettre de leurs ressources, de leur réseau, etc., c'est déjà chouette, en fait. Et encore une fois, c'est-à-dire, tu vois, la roue tourne, on a tous des étapes de vie différents. Moi, il y a 5 ans, j'aurais été incapable de donner un dixième d'une journée pour faire un nouveau projet. Et s'il y a 5 ans, on m'avait proposé un projet comme ça, j'aurais sûrement dit non. Aujourd'hui, en fait, je suis à une période où il y a 1400 salariés extraordinaires chez Too Good To Go. Je sais que je leur fais confiance, ça tourne.
J'ai 2 associés super sur le fonds d'investissement Bliss Climate qu'on est en train de monter. Et on a réussi à constituer une équipe solide de la Climate House qui me permet en fait de pouvoir gérer plusieurs projets. Donc encore une fois, ça va un peu dans le pas de jugement, plus s'inspirer les uns les autres et se faire confiance pour donner ce qu'on peut en fait. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'essayer de monter peut-être un exemple, une sorte de modèle, de template de ce que pourrait être la gouvernance du futur, tu vois, pour toutes ces entreprises dont on parlait tout à l'heure qui ont besoin justement de pivoter alors que c'est déjà des mastodontes? Est-ce que faire ce genre de changement de gouvernance, ça peut être une aide pour justement les aider après à pivoter? Tu disais qu'en fait, si tu laisses de l'espace aux gens, le fait que vous soyez sur une hiérarchie hyper horizontale, enfin là, d'après, il y a 2 co-DG de ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de tête pensante unique qui déploie ses ailes. Est-ce que du coup, ça pourrait être un modèle que vous arrivez à répliquer quand tu dis on essaye d'aider des grandes entreprises à se transformer? Est-ce que c'est peut-être d'abord par cette gouvernance-là, exemple, que vous pouvez le faire? Alors, en toute humilité, on n'y est pas encore. Parce qu'en fait, on démarre. Je pense qu'on avait tous aussi l'envie de... Enfin, tu vois, en fait, t'as un sujet aussi, c'est quand tu te focalises trop longtemps sur la gouvernance, t'as un peu l'impression, mais en fait, on parle de quoi? En fait, si c'est gouverner une coquille vide, ça n'a pas trop de sens non plus. Et donc, en fait, pour nous, c'était poser les bases d'une gouvernance très collaborative, d'engager les gens, d'être très transparent sur tout ce qui est en train de se passer et à chaque fois que quelqu'un voulait participer, lui donner la porte grande ouverte. Et en même temps, je pense que là, on est dans une période où on va un peu se dire OK, maintenant, comment est-ce qu'on remplit cette coquille? Comment est-ce qu'on a un super programme de conférences? Comment est-ce que la maison, elle est habitée par des gens géniaux au quotidien? Comment est-ce qu'on commence à accélérer les premiers grands groupes? Et qu'en fait, on va apprendre en faisant et en fait, cette gouvernance, la construire au fur et à mesure du projet, en ayant des échecs, en ayant des réussites et effectivement, en construisant cette expertise en existant, en fait. Mais enfin, voilà, la vie est un chemin et c'est comment est-ce que... Aujourd'hui, on n'a pas de leçon à donner, en fait. Et après, on a une très forte ambition. Et tu vois, le projet, il s'appelle Climate House aussi, parce qu'on a vocation à ce qu'il se réplique dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans le monde entier, dans l'idéal, en disant, on peut imaginer cette grande toile de maisons du climat qui sont connectées les unes aux autres et qui font plein de choses. On a beaucoup travaillé avec 2 conduites, qui est un espace assez similaire dans le même état d'esprit à Londres. Et l'idée, c'est que dans le futur, oui, il y en a de plus en plus. J'espère qu'on se dira que la gouvernance sur laquelle on est parti a été vraiment un des succès du projet et qu'il faut que ça soit répliqué et que ça soit un must-have quand tu lances une Climate House. Mais aujourd'hui, je suis incapable de te le dire à quel point dans 2 ans on se retrouvera ici. Je te dirais, voilà, la gouvernance collective, ça a été trop compliqué, quoi. Ouais. J'espère pas parce que c'est vraiment ma vision du monde et que je pense qu'il faut qu'on réapprenne à travailler collectivement. Il faut qu'on réapprenne à collaborer plutôt qu'à être en concurrence. Il faut qu'on s'inspire les uns les autres plutôt que de se juger, mais on va apprendre. Ouais, mais j'ai l'impression de toute façon que, enfin, je vois des associations qui se créent, qui se montent, et la façon dont on travaille en groupe de travail, un peu décentralisé, où chacun amène du coup sa propre compétence, amène des complices qui viennent de l'extérieur, qui les aident à travailler de façon ponctuelle sur des nouveaux sujets, etc. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Alors, je l'avais jamais vu à cette échelle. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui permet quand même l'ouverture de pensée et la création, quoi. C'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, tu vois, cette créativité. Parce qu'on est beaucoup dans la production, le process, la façon de faire, mais il nous manque, en fait, j'ai l'impression, cette créativité qui permet de débloquer des sujets. En fait, je pense que c'est réapprendre à faire autrement. C'est triste, mais on s'est vraiment inscrit dans cette espèce d'individualisme ou de façon de faire seul, en fait, les uns contre les autres. Et là, tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on réapprend à faire les uns contre les autres. Et c'est dur, il faut décoder des chemins neuronaux et en recoder d'autres. Mais plus on est convaincu de la nécessité et plus on s'encourage les uns les autres à le faire, plus on va y arriver. Et je pense que ça peut aller très très vite. Ouais. Tu parlais des ambitions. Comment est-ce que vous avez recruté? Donc là, il y a 80 cofondateurs, mais après, vous avez donc des colloques. Vous avez tout un tas de personnes de l'écosystème. Donc, on parlait de la tour de Babel de l'écologie tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sélectionne ces entreprises? Qui a le droit de venir à la Climate House? Enfin, en tout cas, d'être un résident. Comment est-ce que vous vous dites, tiens, voilà, notre toile d'araignée, ici, elle doit ressembler à ça. C'est ces personnes-là qu'on veut avoir. Et qu'est-ce qu'ils doivent apporter quand ils arrivent? Il s'est passé un truc assez génial. C'est qu'en fait, quand on a officialisé le projet avec les 80 cofondateurs juste avant l'été, et qu'on a dit, voilà, on lance ce lieu, voilà l'ambition, voilà ces 3 piliers dont je parlais, de colloques, de programmation et d'accélération de grands groupes.
et on a juste un peu lâché l'info. Et en fait, dans la semaine qui a suivi, on a eu près de 1000 contacts de gens qui nous ont dit « mais c'est génial, je veux en être d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux installer mes bureaux ici? Est-ce que je peux prévoir une conférence? Est-ce que je peux faire un événement ?» On fait aussi de la privatisation d'espace. Donc, en fait, on a eu ressenti un peu justement la force de cette caisse de résonance des 80 cofondateurs qui ont posté sur LinkedIn au même moment. En fait, on lance ce projet. Et donc, derrière, le nombre de contacts qu'on a eu. Donc, l'équipe opérationnelle, Henri-François, Malika et leur équipe, on se sont retrouvés à gérer un flux entrant énorme. Et effectivement, c'est de poser cette question de comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on choisit en fait. Ce qui est un problème de riche à avoir puisque c'est génial de devoir choisir. Écoute, on a fait une combinaison. Pour nous, c'est très important de montrer que écologie et économie peuvent aller de pair. Ouais. Et donc, dans la sélection des acteurs, c'est aussi ce qu'on a regardé en fait. En fait, on a un immeuble de 2000 m² au centre de Paris. Je te raconte même pas le prix du loyer. Donc, il a fallu combiner des acteurs qui sont en mesure de payer, même si on a fait des loyers adaptés en fonction du type de structure aussi. Okay. Est-ce que c'est une asso, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est un grand groupe, est-ce que c'est un fonds. Enfin voilà, quelle est leur capacité financière? Parce que moi, je suis aussi persuadée que, tu vois, en fait, qu'un artiste aujourd'hui ne crée pas la même valeur financière qu'un entrepreneur. En fait, il crée des valeurs différentes. Et peut-être que l'entrepreneur, il va créer plus en valeur économique, mais peut-être moins en valeur sociale, alors que l'artiste, il va avoir une super valeur sociale et une plus faible valeur économique. Donc, en fait, le loyer, il se paye difficilement en valeur sociale quand même. Exactement, mais du coup, on a pris en compte cette valeur sociale, cette valeur écologique, et donc fait des loyers en fait adaptés en fonction de cette triple valeur en fait, de se dire quelle valeur sociale ils apportent dans le lieu, quelle valeur écologique ils apportent dans le lieu, quelle valeur économique ils peuvent apporter dans le lieu. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait des choix. On a intentionnellement des acteurs qui apportent plus de valeur économique, moins de valeur écologique ou sociale, mais toujours quand même une valeur écologique et sociale. Enfin voilà, on va pas prendre des gens qui détruisent la planète ou qui détruisent les humains. Et à l'inverse, on a des assos, des artistes, des écrivains qui ont une super valeur pour le lieu et pour l'écosystème, mais qui sont pas en mesure de payer un loyer plein en ce moment. Et après, en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les espaces de coworking et je suis toujours très triste de voir ces espaces de coworking à moitié vides où en fait, il y a personne. Et donc, j'ai dit à l'équipe, il faut que la maison du climat, elle grouille en fait, qu'il n'y ait pas de perte d'espace, que on soit peut-être les uns trop collés aux autres versus un espace vide. Et donc, on s'est vraiment donné aussi cette ambition et cette intention de plutôt surbooker que sous-booker. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui ont des postes flying, ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau attribué. Par contre, ils ont le droit de se mettre partout où il y a de la place. Et donc, et ça nous a permis de réduire les loyers pour cela et d'avoir une maison qui, à terme, sera beaucoup plus remplie que les espaces de coworking classiques. Quoi. Et là, dans les faits, une boîte qui arrive, qui est colocataire, donc, elle a besoin d'aide, elle a accès directement à un réseau Climate House ou sur des sujets spécifiques où elle peut demander une aide gracieuse ou parce que justement, on est dans un cadre... par exemple, on a un designer en résidence qui peut aider les colocs de temps en temps. On a un chief of panache qui nous aide un peu sur... c'est Rémi qui nous aide un peu sur tu vois, les prises de parole, sur la façon de présenter tes projets, etc. Il y a bien sûr il y a des boîtes de conseil aussi et de coaching dans la Climate House. Donc, c'est comment est-ce que tu t'entraides les uns les autres. Et après, ils ont accès aux conférences, justement. Et donc, l'idée, c'est à la fois de faire de la synergie entre les colocs et de permettre aussi à tout ce beau monde de venir se nourrir de ce qui s'y passe, à la fois en termes de conférences et parfois même d'intervenir dans les parcours d'accélération qu'on fait auprès des grands groupes. Donc en fait, il y a un peu de tout. L'idée, c'est de venir se nourrir de ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Mais en tout cas, les colocs, ils sont juste au centre de cet écosystème hyper riche où, comme tu dis, l'idée, c'est un peu que ça devienne la place du climat où tout le monde passe, que ce soit les politiques, les activistes, les scientifiques et les entrepreneurs. Donc Xavier, s'il a envie d'enregistrer un épisode sur un sujet particulier, qu'il ne trouve pas la bonne personne, il va voir la Climate House, il dit « aide-moi ». Exactement. Non, mais c'est vraiment ça l'idée. Non, mais tu fais bien de le dire aussi concrètement. C'est vraiment... En fait, tout le monde doit venir à la Climate House en se disant qu'est-ce que je peux y prendre et qu'est-ce que je peux y donner. Et je pense que c'est vraiment ça, si on rentre tous un peu dans cette idée de comment est-ce que moi, je fais grandir mon projet, je me fais grandir personnellement,
Et en même temps, comment est-ce que, avec mes compétences, avec ce que je sais faire, avec ce que j'ai vécu, je peux aussi apporter à d'autres. Bah, en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Ouais. Tu disais, donc, on part d'une feuille blanche. On ne sait pas trop encore ce qu'on écrit, mais on commence à écrire. On ne voit pas la fin du roman. Est-ce que vous vous êtes donné des objectifs? Tu vois, tu me dis, on essaye de faire pivoter des grosses entreprises. On essaye de faire parler des plus petites structures entre elles sur des sujets différents. Est-ce que vous avez des objectifs? Comment est-ce qu'on mesure le fait que la Climate House, elle a un impact? Parce que tu parlais d'impact au début. Le fait de laisser la société dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a pris au moment où on a lancé le projet. Ouais. Alors, c'est beaucoup posé cette question, forcément. Tu vois, c'est quoi les clés de succès du projet? C'est quoi la mesure de performance, etc. Moi, je suis assez obsédée par ces sujets de triple comptabilité. Donc, comment est-ce que, sans cesse, tu fais le bilan de ton entreprise? Promis, on fera un épisode sur la CSRD. Je l'ai pas encore fait, mais il arrive. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en même temps, il y en a beaucoup qui disent... C'est trop relou parce que... C'est un sujet qui est un peu plus compliqué à rendre sexy pour un épisode de podcast, si tu veux. Et en même temps, la biodive, la nature, en fait, c'est tellement complexe et en même temps tellement intéressant et important de le comprendre. On a quand même fait un épisode avec Florent Coureau sur la comptabilité environnementale. Trop bien. C'était pas complètement sur la triple comptabilité, mais on a eu quand même les bons indicateurs, quoi. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'on a toute une liste de projets où on s'est dit, on le fera plus tard. Parce que là, on essaie déjà de mettre un pied devant l'autre et de faire que, tu vois, les bases fonctionnent. Et qu'en fait, sur chacune de ces verticales, on va vraiment chercher à aller évaluer justement ces trois impacts. Mais donc, on a des mesures de performance à inventer. Et c'est là où, en fait, il faut à la fois être exigeant et à la fois pas tout se demander trop vite. Parce que sinon, en fait, tu fais rien. Enfin, tu sais, c'est un peu le truc c'est immobilisant quand tu vois le haut de la montagne et le changement énorme qu'on a à opérer. Je pense qu'il faut... Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai monté Too Good To Go aussi. Tu vois, c'est chaque semaine son problème et je résous un problème l'un après l'autre sans me rendre compte de la montagne que je suis en train de gravir, en fait, parce que sinon, ça peut être assez décourageant, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec la Climate House. On se challenge beaucoup mutuellement, à la fois grâce aux cofondateurs et à la fois au sein de l'équipe. Et je pense que, dans un an, on sera capable de tirer un peu... ce qui est sûr, c'est que dans un an, on fera un bilan de l'impact de la Climate House et qu'on verra comment est-ce qu'on peut continuer à mieux faire, en fait. Tu sais, c'est un peu comme la certification B Corp où tous les 3 ans, t'es réévalué et il faut toujours avoir un meilleur score. Et je pense que c'est ça. C'est l'idée de se dire, on est tous en transition, on est tous en amélioration continue. Et comment est-ce qu'en fait, on s'en demande toujours plus sans se dire qu'on fait mal aujourd'hui, mais en se disant qu'on peut toujours mieux faire, en fait. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé? Tu vois, t'as passé 8 ans sur Too Good To Go, un peu plus. J'y suis encore un peu, mais... Oui, mais du coup, t'as pris quand même pas mal de recul sur la partie opérationnelle. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que tu avais besoin d'un nouveau projet et pourquoi sur ce truc-là? Moi, j'ai passé 5 ans à lancer Too Good To Go dans tous les pays d'Europe. Ensuite, je suis partie m'installer aux États-Unis. Alors, c'est les États-Unis et le Canada. Et quand je suis revenue, en fait, des États-Unis, j'ai pas mal réfléchi à ce que j'apportais encore à la boîte. On était 1400, tu vois. On est 1400 aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, forcément, tu te sens un petit peu moins indispensable. Et donc, ce qui a été important pour moi, c'était de définir où est-ce que je suis toujours indispensable et où est-ce que, clairement, je ne le suis plus. Et au contraire, il y a des gens qui font bien mieux le travail que moi. Ouais. Et limite... plus je les laisse faire, mieux la boîte se portera. Et donc, de toute façon, entreprendre, c'est un vrai travail d'humilité et de te poser tout le temps la question de comment est-ce que je laisse les gens qui savent mieux faire que moi faire, en fait. Et par ailleurs, ça faisait 7 ans que j'étais de 100%, de 1000% sur le sujet du gaspillage alimentaire. Moi, je suis très curieuse, j'adore apprendre, je suis un peu à toujours regarder partout autour de moi. Et donc, moi, souvent, ça a été douloureux pour moi de rester super focus sur le gaspillage alimentaire. Et souvent, j'ai eu envie d'emmener Too Good To Go dans d'autres directions, dans tous les types de gaspillage, ou dans le rapport entre le consommateur et le producteur, et comment est-ce qu'on pouvait les rapprocher pour réduire le gaspillage alimentaire, etc. Et en fait, à chaque fois, on faisait des sessions stratégiques, on se disait non, il faut qu'on reste super focus, en fait. La force de Too Good To Go, c'est que ça fait 8 ans qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait. Et c'est un problème tellement énorme que soyons un peu humbles aussi et disons-nous, en fait, il y a suffisamment à faire. Exactement. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal que moi, cette frustration, elle grandisse et qu'en même temps, je sois persuadée que pour la boîte, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, c'est là où je me suis dit, en fait, il est peut-être temps. L'Europe a appris à tourner sans moi parce que ça fait 5 ans, parce que ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis. Les États-Unis et le Canada, je venais de recruter un DG pour me remplacer là-bas. Donc, soit je me relance dans l'Amérique du Sud, l'Australie, voilà, soit je dis,
on pose les choses et c'est le moment aussi où on a restructuré la boîte en se disant on est 1400, on a toujours fait, on développe pays par pays. Et en fait, aujourd'hui, il y a des économies d'échelle à trouver et on peut faire mieux. Surtout si on veut continuer à lancer d'autres pays. Et depuis, on a relancé l'Australie, etc. Il faut qu'on se réorganise. Et donc, en fait, dans cette réorganisation, moi, je me suis pas donné de job opérationnel, en fait. Et ça a été le bon moment pour me dire, je prends un rôle plus en recul, plus sur la réflexion stratégique globale que sur l'opération. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus de team, j'ai plus d'équipe qui me rapporte en direct. Et ça prend plutôt une journée par semaine que un plein temps, quoi. Et donc, ça me permet de faire d'autres projets. Et donc, d'abord, on a lancé ce fonds climat avec un de mes premiers investisseurs, Alexandre Mars, qui s'appelle Bliss Climate, et avec Pierre-Édouard Berrion, qui tire vraiment la locomotive au quotidien avec beaucoup de talent, en se disant comment est-ce que moi j'apprends sur le sujet de la finance, parce que je pense que c'est aussi un véhicule qui peut changer le monde si on le manie à bon escient. Et donc, pour investir dans des projets qui décarbonent le monde à large échelle. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec Bliss Climate aujourd'hui. La Climate House, c'était vraiment l'idée de réunir, encore une fois, des gens autour d'un projet commun dans un lieu physique. Et après, je me lance aussi dans une nouvelle aventure dont je parlerai plutôt l'année prochaine, mais sur l'économie du partage. Et encore une fois, c'est cette idée de se dire comment est-ce qu'on maximise l'utilisation de nos ressources et comment est-ce qu'en fait, si on partage plus, on est tous plus riches en possédant moins. Et en fait, tout le monde en sort gagnant, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai un peu, tu vois, ces 4 projets en parallèle entre Too Good To Go, Bliss, la Climate House et ce 4e projet. Et c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment aussi, tu vois. C'est aussi se connecter à soi et savoir de quoi on a besoin. Et j'ai adoré les 7 ans où j'étais totalement dédiée cœurs et âme à Too Good To Go. Et aujourd'hui, je suis super contente et très équilibrée d'être sur plusieurs projets avec 4 équipes géniales qui tirent les projets et qui me permettent à moi de venir apporter ma pierre à l'édifice là où j'ai besoin, quoi. C'est hyper inspirant. Et puis, je pense que même si toi, c'est à des échelles qui sont énormes avec 1400 salariés dans le monde entier, surtout Good To Go, je pense que ça résonne beaucoup. Et moi, en tout cas, ça résonne sur ma petite activité d'entrepreneur. Et je trouve ça hyper pertinent de se dire, effectivement, faut pas se cramer sur un projet pendant 10 ans, quoi. En fait, tout dépend de toi, en fait. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui restent 25 ans dans la même boîte et qui sont ravies, en fait, et qui sont trop bien. En fait, c'est plutôt rester connecté avec toi-même en permanence et te dire, est-ce que ce à quoi je passe mes journées me donne de l'énergie et m'enrichissent personnellement. Encore une fois, je parle pas de valeur monétaire. Ou est-ce que ça me puise de l'énergie? Et moi, quand je suis rentrée des États-Unis, pour la première fois, j'avais plus la même pêche qu'avant, en fait. Tu vois, je me disais plus j'avais plus 1000 idées par jour. Enfin, j'étais plus totalement là où je devais être. Et en même temps, je pouvais pas lâcher Too Good To Go parce que c'est tellement une boîte, tu vois, dont je suis fière, qui me caractérise aussi de tellement de manières. Et donc, ça a pris du temps, mais pour essayer de trouver la bonne distance à Too Good To Go et en même temps de savoir que j'avais vraiment envie, en fait, de m'intéresser à d'autres choses. Mais ça, c'est juste parce que c'est moi, quoi. C'est quoi tu m'en as un peu parlé, mais j'aimerais bien comprendre ta vision de ce que doit être l'économie d'une entreprise. On parle un peu de triple comptabilité, mais dans ton quotidien, comment est-ce que tu gères ça pour que, en fait, alors quand tu as lancé Too Good To Go, la mission, c'est facile, entre guillemets, quand la mission économique, elle est autant liée à la mission sociale. Mais tu vois, dans tes autres projets, comment est-ce que tu fais pour alimenter ça? C'est pas simple, hein, mais c'est vrai que chez Too Good To Go, ça a été assez intentionnel de se dire comment est-ce qu'on lie notre chiffre d'affaires à notre impact écologique et social pour jamais avoir à se demander. C'est l'un ou l'autre, en fait. Est-ce qu'on doit prioriser l'aspect économique ou l'aspect écologique? Donc là, ça a été une grande chance, mais c'était vraiment intentionnel. Je pense que quand on lance sa boîte, il faut vraiment penser son modèle économique en fonction de ça, en se disant comment est-ce que je me retrouve pas dans une situation où je dois casser, c'est pas grave, où je dois faire des concessions entre l'un ou l'autre. Et en même temps, et donc aujourd'hui, dans une boîte déjà existante, c'est comment est-ce qu'on, du mieux qu'on peut, on réaligne son modèle économique, en fait. Et t'as je sais pas, un premier pas, tu vois, pour des entrepreneurs là qui se lancent et qui se demandent, tu vois, moi par exemple, prenons mon exemple, mais j'essaie d'accompagner de plus en plus de podcasteurs qui veulent lancer leur podcast, mais sur des sujets engagés. Alors j'ai pas que des podcasteurs sur des sujets engagés, mais j'essaie d'en avoir le plus. Ce serait quoi, tu vois? Alors qu'est-ce qu'on peut se donner, alors sur mon exemple ou sur un autre, mais à une échelle d'entrepreneurs qui démarrent ou de salariés, comment est-ce que tu trouves ce truc-là? En fait, c'est de te dire ceux qui, par exemple, si tu veux accompagner tout un tas de gens qui font des podcasts,
mais que toi, tu as une préférence vers ceux qui font des podcasts engagés parce que ça correspond plus avec tes valeurs. À partir du moment où ça correspond plus avec tes valeurs, vous avez plus à gagner l'un et l'autre, en fait, à vous voir grandir mutuellement parce que vous allez dans la même direction, en fait. Donc, tu pourrais imaginer un truc où ceux qui font des podcasts engagés, tu leur demandes, en fait, de parler de ton podcast au début parce qu'en fait, eux, ils ont intérêt à te mettre en avant parce que c'est un podcast qui partage leurs valeurs et donc leurs auditeurs vont être intéressés. Et inversement, toi, leur audience va être intéressée par ton podcast. Donc, tu pourrais dire, en fait, plus je fais de podcasts engagés, plus je vais avoir, en fait, de publicité, entre guillemets, pour mon podcast. Donc, à chiffre égal financier, j'ai quand même plus intérêt à faire un podcast engagé qu'un podcast non engagé, tu vois. Par exemple, c'est vraiment une façon très basique, tu vois, de le voir, mais je t'as pense complètement raison et c'est un truc que je fais aujourd'hui et qui marche. Donc, je pense que c'est ça qui est assez beau, c'est qu'en fait, il suffit de se poser la question et de se creuser un peu la tête en se disant, en fait, on a des intérêts alignés. Donc, il y a forcément un modèle gagnant-gagnant à trouver pour le trouver, en fait. Et voilà, et après, c'est ce qu'on va faire un peu avec les grands groupes, mais si aujourd'hui ils comprennent, et c'est pour ça que c'est intéressant la CSRD, c'est qu'à partir du moment où leur valorisation va être amplifiée par le fait qu'ils auront un impact positif sur leur écosystème, ça veut dire qu'ils auront tout intérêt, même financièrement parlant, à investir dans ces sujets-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important aussi que la réglementation aille de pair, que la fiscalité aille de pair avec tout ça. Tu sais, on parle souvent de ce fameux triangle de l'inaction entre l'entreprise, les pouvoirs publics et le consommateur. En fait, si chacun se dit c'est à toi de d'abord mettre la réglementation et après nous on ira en tant qu'acteur privé, ou que c'est d'abord à l'acteur privé d'innover avant de pouvoir mettre une réglementation parce que sinon la réglementation elle a pas d'application. Et pareil, les consommateurs qui disent c'est à vous d'arrêter de produire du plastique, comme ça nous on arrêtera de le consommer. En fait, l'idée c'est que oui, on peut se dire ça pendant une éternité, mais on peut aussi tous se dire un peu comme l'histoire du colibri, je fais ma part et je compte sur les autres pour faire la leur. Et là, on avance tous, en fait. Écoute, merci beaucoup. Comment est-ce que toi, du coup, tu vois ce que serait une entreprise fondamentalement écologique, tu vois, d'ici 10 ans, à quoi ça pourrait ressembler une boîte qui est aidée par la Climate House au moment où elle se lance? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui va primer? Est-ce que justement, c'est la multiplicité de tous ces modèles-là? Est-ce que en fait on peut continuer à avoir des énormes structures comme celles qui sont impossibles à pivoter? Est-ce que on a d'autres systèmes qui se mettent en place? Je pense que ce qui est intéressant, c'est la diversité des modèles justement, et que chacun réfléchisse à ce qui correspond à son industrie, à son stade de boîte, à sa culture, et trouve les modèles économiques qui vont aligner leurs intérêts. Il y a l'entreprise régénérative qui est vraiment quelque chose de très intéressant aussi, c'est de se dire en tant qu'entrepreneur, on aime être dans l'action, on aime avoir de l'impact. Si on se dit que maintenant, notre action, et notre responsabilité, ça peut être de régénérer les écosystèmes, c'est hyper inspirant. Tu vois, je pense que c'est très important de définir ce futur souhaitable, ce futur désirable dans lequel on a envie d'aller, plutôt que de dire aux entreprises, il va falloir faire moins de ci, moins de ça. Le mot de décroissance, le mot de sobriété, c'est des mots durs, en fait, pour des gens qui aiment justement construire et fabriquer. Pour moi, il faut davantage leur parler de comment est-ce que vous construisez justement ce monde désirable, comment est-ce que vous construisez cette façon de prendre soin de la planète, cette façon de prendre soin des humains. Et donc, c'est plutôt ce genre de valeurs qu'on va prôner. Une des entreprises qui est hébergée ici, c'est la Convention des entreprises pour le climat, qui ont fait déjà des super programmes pour les dirigeants là-dedans, où il y a 11 jours pour venir vraiment leur laver le cerveau, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, pour venir leur expliquer qu'un autre monde est possible. Moi, je pense que dans 10 ans, j'espère qu'on sera tous beaucoup plus connectés à la nature, avec un grand N, en se disant à la fois dans nos vies quotidiennes. Moi, je passe beaucoup de temps en Bretagne maintenant, et en fait, ça me change la vie, en fait, le fait d'être... en fait, commencer ta journée en allant voir l'océan, t'as pas du tout la même journée, en fait. Tu vas dans quel coin? Je suis dans le Morbihan. Okay. Et c'est des paysages extraordinaires, c'est une proximité avec les oiseaux. Enfin, moi, j'ai grandi à Paris, j'ai planté une graine pour la première fois, je devais avoir 22 ans, et j'étais juste subjuguée de voir que quand tu mets du soleil et de l'eau, en fait, ça te donne un légume que tu peux manger. Enfin, en fait, c'est des choses bêtes, mais on est tellement déconnecté aujourd'hui de notre humanité et enfin, tu vois, du stade de chasseur-cueilleur où en fait, il y a aussi des choses à prendre là-dedans. Et je suis pas du tout anti-progrès, je suis pas du tout anti
vivre l'époque dans laquelle on vit, mais je pense que c'est hyper important aussi de se reconnecter à la nature et donc à nous en fait. Et je te disais, pour moi tout est lié en fait, à la fois être au bon endroit pour soi et savoir quand est-ce que tu fais plus le bon métier, c'est hyper important. Mais ça va avec passer du temps avec toi-même, seul sur la plage à regarder l'océan et à penser, plutôt que d'être dans une espèce de surfrénésie inarrêtable qu'on vit à Paris et qui est en même temps hyper énergisante et complètement. Et c'est pour ça que si t'as tu vois, si dans les villes on peut remettre un peu de nature, si dans nos entreprises on peut remettre un peu de nature, vraiment à tous les sens du terme, je pense qu'on se fera du bien et je pense qu'on fera du bien à la planète, quoi. Ouais. J'avais pas prévu de te poser la question parce que je trouvais ça un peu cliché, mais c'est toi qui as dit les mots sobriété et décroissance. C'est quoi ton avis du coup là-dessus sur alors évidemment, et on le dit souvent dans le podcast, donc c'est une surprise pour personne, mais il y a des projets qui doivent grandir et d'autres qui doivent plutôt se réfréner ou en tout cas des conversions. Comment est-ce que toi tu le vois? Comment est-ce que tu vois quand tu fais grandir, Too Good To Go, ça a été en hyper croissance assez rapidement. Comment est-ce que tu as géré ce truc-là? Moi, ma réponse c'est la croissance de quoi en fait? Encore une fois, si tu suis que la croissance économique, oui, il faut arrêter. Si ta croissance économique est liée avec une croissance positive pour l'écologie et le social, continue à fond en fait. Donc en fait c'est pareil, sobriété de quoi en fait? Si c'est sobriété de son rapport à la nature, c'est dommage. Jacques Attali, il parle des économies de la vie et des économies de la mort. Il dit il faut pas désinvestir l'économie en fait. Il faut désinvestir les économies de la mort pour transitionner tous ces capitaux vers les économies de la vie, comme la santé, l'éducation, l'écologie, etc. Et je pense qu'il a raison là-dessus. Je pense que c'est arrêter d'essayer de mettre des concepts englobants et généralisants comme la sobriété, la décroissance, et plus accepter que les choses sont complexes et qu'il faut se poser les questions pour s'assurer que on avance vers ce futur désirable où l'humain prendra davantage soin de son environnement, de ses semblables et vivra en harmonie en fait. C'est bête à dire, mais je pense qu'on en est là, on a un peu oublié. Tu vois, quand sur un sujet qui est le mien, comme le gaspillage alimentaire, quand on voit qu'on jette 40% de la nourriture qu'on produit sur la planète, on se dit mais à quel moment une société évoluée fait ça en fait? C'est à quel moment une société évoluée est en train de provoquer sa propre extermination. Tu vois, on est quand même dans des trucs où extinction, mais on est quand même dans des trucs où on marche sur la tête sur tellement de choses, quoi. Ouais. Donc c'est un peu remettre du sens dans nos quotidiens et dans nos sociétés, je pense. Merci pour ce joli mot de la fin. Merci à vous tous d'être encore là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. C'est loin, ça fait 50 minutes que vous nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un commentaire, parce que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que ça vous a plu. Et puis moi je vous retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode. Et puis bonne rentrée à la Climate House. Merci beaucoup. À très bientôt. Et venez nous voir avec plaisir. Salut Lucie. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.